Qui aurait pu imaginer qu'un des plus grandioses palais privés des États-Unis d'Amérique naîtrait non pas d'une grandeur familiale ancestrale, mais des ambitions d'un homme qui vit le jour non pas dans un château, mais dans une maison ordinaire à Mannheim, en Allemagne. Loin de l'éclat des salons new-yorkais, personne ne le savait alors que ce garçon, Otto Hermann Kahn, fils d'un employé bancaire non noble, bien que respecté, construirait un jour un lieu qui deviendrait le symbole d'une époque, l'inspiration pour une immortalité littéraire et, simultanément, une énigme cachée dans les collines de Long Island. Il semblait impossible qu'un homme qui, dès sa jeunesse, avait dû lutter pour sa place dans la société, érigeât une maison capable de rivaliser avec les palais européens. Mais la question que nous posons déjà maintenant: pourquoi Kahn avait-il besoin de créer non pas simplement une résidence, mais une forteresse de grandeur sur une colline artificielle? Que cherchait-il à prouver au monde? Ou peut-être à lui-même? Au début du XXe siècle, Long Island fleurissait comme refuge des nouveaux riches, des gens qui aspiraient à réécrire leur propre destin en érigeant des palais où leur nom pourrait résonner avec autant d'assurance que les patronymes de l'ancienne aristocratie. Cependant, l'histoire d'Otto Kahn ne cadre pas avec l'image habituelle des nouveaux argents, qui surgissent soudainement et ne visent que l'éclat extérieur. Chez Kahn, c'était autre chose. Un mélange de raffinement, d'une exigence presque européenne pour les détails et d'une volonté de faire, d'un homme qui voyait le monde en chiffres, schémas et stratégies. Quand, en 1914, les premiers ouvriers commencèrent à élever l'énorme colline artificielle qui deviendrait la fondation du futur OEK Castle, peu de gens comprenaient l'ampleur du projet. Devant eux ne se dressait que de la terre qu'il fallait élever plus haut que la nature elle-même. Mais pour Kahn, ce n'était que le début. Il voulait que sa maison s'élève non seulement physiquement, mais symboliquement, afin qu'aucun regard lancé depuis les vallées environnantes ne puisse ignorer ce qu'il créait. Et pourtant, dès le moment de la naissance de ce colosse, on sentait déjà une légère teinte de tragédie. Une maison destinée à survivre à ses premiers propriétaires, à l'époque et à l'idée même de luxe privé, était déjà alors quelque chose de plus qu'une simple résidence. Le contraste initial saute aux yeux ici. Un homme qui avait commencé comme modeste employé bancaire se proposait maintenant de construire la deuxième plus grande maison privée du pays tout entier. Et bien que les murs ne fussent encore qu'en train de s'élever, le spectateur d'aujourd'hui peut sentir comment quelque chose de prédestiné s'entrelace dans cette histoire. La croissance de Kahn, son influence, son rêve de beauté et de puissance, tout cela nous mène à la question qui reste encore ouverte. Que se cache derrière la façade de la plus ambitieuse résidence privée de Long Island? Le chemin vers ce mystère ne fait que commencer. Pour comprendre pourquoi Otto Hermann Kahn vint même la possibilité de construire non pas une maison, mais un monde entier, il faut revenir à ses origines, à ses racines qui le limitaient à la fois et formaient son worldview particulier. Il naquit en 1867 à Mannheim, dans une famille juive où l'on valorisait l'éducation, le travail et la discipline. Son père, banquier de profession, ne possédait ni titre ni domaine foncier, mais possédait ce qui, en Allemagne à cette époque, était valorisé non moins: la réputation d'un homme honnête, doté d'un esprit précis. Dans son enfance, le futur créateur d'OEK Castle étudia dans un Realgymnasium, puis effectua son service militaire obligatoire, et ensuite s'engagea dans la sphère bancaire, où il se mit rapidement à remarquer ce que les autres ne voyaient pas: les structures cachées, les flux de capitaux, les points faibles et les opportunités. Chaque avancement de sa carrière n'était pas une question de chance, mais une question de calcul. À la fin du XIXe siècle, il déménagea à Londres,
où il travailla dans la maison bancaire Speyer & Co. Et plus tard, au début des années 1900, il émigra aux États-Unis d'Amérique, rejoignant la puissante maison Kuhn, Loeb & Co. Ici, à New York, il se confronta à un monde où l'ancien argent, des familles comme les Vanderbilt, contrôlait les structures sociales. Kahn, malgré sa richesse et son intelligence brillante, restait un étranger. Et c'est ici que naît le premier hameçon substantiel. Son worldview se formait non seulement du désir de succès, mais aussi d'une résistance silencieuse aux barrières qui ne l'acceptaient pas. Ce conflit intérieur, un homme aux immenses capacités, mais avec un accès social limité, devint la base de sa stratégie. Il ne tenta pas de s'imposer là où on ne l'attendait pas. Il créait ses propres espaces, ses propres scènes, où c'était lui qui dictait les règles. Ce n'était pas pour rien que ses contemporains notaient « Kahn agissait toujours par la création de systèmes et non par la tentative de s'intégrer dans ceux des autres ». Cela se voyait aussi dans son activité de mécène et dans son intérêt pour la musique, l'art, l'architecture. Il n'était pas simplement un financier, mais un homme au goût esthétique profond, bien que cela ne le rende pas un héros idéal. En lui coexistait à la fois le désir de beauté et le désir de contrôle. Kahn travaillait à une époque de changements fulgurants. La Première Guerre mondiale, la croissance fulgurante des villes américaines, l'ascension des jeunes manias. Tout cela rendait l'arène sociale particulièrement tendue. Il voyait ce monde comme un échiquier, où certains joueurs s'accrochent au passé, tandis que d'autres s'élèvent avec rapidité et rudesse. Et au milieu de ces forces, il forgeait sa propre réponse. Non pas construire une usine ou une chaîne d'agences bancaires, mais créer quelque chose d'aussi matériel que symbolique, une maison qui serait la forme tangible de ses convictions. À ce moment de sa vie, s'était déjà formée sa première stratégie fondamentale. Quand le système ferme les portes, il construit sa propre maison avec sa propre entrée. Et cette entrée, comme le montrera l'histoire suivante, deviendrait l'un des symboles architecturaux les plus discutés du XXe siècle. C'est là que se cache un tournant inattendu qui déterminera le cours ultérieur des événements. La construction d'Oeka Castle n'était pas simplement une ambition, mais un geste philosophique, l'expression d'une vision du monde formée par la lutte, le calcul et l'aspiration à la beauté. Au moment où Otto Kahn décida fermement de construire sa propre résidence à Long Island, il savait déjà, ce ne serait pas simplement une maison. Ce serait un espace où l'architecture deviendrait un langage, et chaque ligne une expression de position. À début du XXe siècle, il s'était transformé en une figure si influente que son nom était prononcé au même rang que les plus grands financiers du pays. Mais l'influence, c'est une face de la médaille. L'autre, le sentiment qu'il reste autre, même parmi ceux qui lui enviaient. C'est précisément cette dualité qui le poussait à l'idée de créer quelque chose d'aussi parfait qu'il en devienne un argument en soi. Le choix du lieu était stratégique. Long Island vivait son âge d'or, devenant le lieu où les nouvelles élites américaines construisaient des manoirs avec l'ampleur des palais européens. Mais Kahn ne voulait pas être un riche ordinaire copiant l'ancien monde. Il aspirait à une architecture qui s'adressait à l'histoire tout en la dépassant. Son goût penchait vers la Renaissance italienne, vers des formes pures, la symétrie, des structures où chaque détail est subordonné à la géométrie globale de la force. Et pourtant, même ce style, entre ses mains, cessait d'être une simple hommage à l'esthétique. Il se transformait en idée d'ordre. Dès qu'il acquit l'immense terrain à Cold Spring Harbor, commença un travail qui épouvanterait n'importe quel ingénieur. La colline sur laquelle se dresse aujourd'hui Oeka Castle n'est pas un don de la nature. C'est un immense remblai, créé par les mains de milliers d'ouvriers, qui pendant des semaines et des mois déplaçaient la terre pour élever la future maison au-dessus de tout l'entourage.
Kahn ne construisait pas simplement une maison en hauteur. Il construisait un fondement pour la fondamentalité. Il a littéralement surélevé la terre pour créer un point depuis lequel la maison regarderait la vallée de haut en bas. Les ingénieurs se rappelaient que les travaux semblaient sans fin. Grues, wagonnets, hommes qui, pas à pas, transformaient une surface plane en une plateforme monumentale. Et il est important ici de sentir la dramaturgie cachée. Un homme qui avait commencé de zéro élève maintenant la terre pour sa résidence, comme s'il réécrivait la géographie. Ce n'était pas un geste de richesse, c'était un geste d'autodéclaration. Kahn était un commanditaire méticuleux. Il veillait sur les plans, discutait des matériaux, exigeait l'harmonie des proportions. Son partenaire fut l'architecte Delano, un homme qui semblait comprendre le langage de Kahn sans mots. Ensemble, ils créèrent un projet qui n'était pas simplement grand. Il était conçu pour inspirer le respect. La maison devait être belle, mais pas douce, majestueuse, mais pas théâtrale. C'était une architecture de force, cachée sous l'apparence de l'élégance. Cependant, déjà au moment où le projet ne faisait qu'esquisser ses contours, surgissait la question qui aujourd'hui semble inévitable. Kahn n'essayait-il pas de compenser par l'échelle du bâtiment ce qui semblait inaccessible dans la société? Cette colline n'était-elle pas, littéralement et métaphoriquement, un moyen de s'élever au-dessus de ceux qui ne l'acceptaient pas dans leur cercle fermé? Ou, au contraire, construisait-il un espace où la beauté et l'ordre, ses valeurs personnelles, pourraient enfin s'exprimer pleinement? La réponse reste encore cachée. Mais une chose est déjà claire. La construction d'Oeka Castle devint le début d'une odyssée architecturale dans laquelle chaque colonne, chaque balcon, chaque mètre de terre remblayé est une partie de la biographie d'un homme qui voulait prouver au monde que la force peut s'exprimer par la symétrie et le pouvoir par la proportion. Et tout cela rend le chapitre suivant encore plus intrigant. Car la maison qui commençait comme un idéal deviendra plus tard une légende, un mythe. Quand le fondement fut enfin mis en place et que la colline remblayée acquit ses contours définitifs, sous les yeux des ouvriers et des architectes, apparut pour la première fois la véritable échelle du dessin. Il devint alors évident. Oeka Castle ne serait pas simplement une maison pour la famille. Ce serait une sorte de citadelle moderne, une forteresse de culture, d'intelligence et de pouvoir symbolique. C'est précisément alors, dans le silence du chantier où flottait l'odeur de terre fraîche et de chaux, que commença à se former cette légende que l'on appellera plus tard la Renaissance américaine. Les travaux avançaient à vive allure, mais chaque détail exigeait une attention. Kahn ne tolérait pas les compromis. Il voulait que tout, du liage des pierres au angle d'inclinaison des escaliers, corresponde à des principes esthétiques stricts qu'il considérait presque comme mathématiques. Le projet rappelait non pas la construction d'une résidence privée, mais le déploiement d'une gigantesque combinaison d'échecs où chaque coup était prémédité. C'est là que se manifestait le caractère de Kahn. Il n'était pas un homme d'impulsion, il était un homme de structure. À cette époque, nombre de ses connaissances, collègues de la maison bancaire et même membres de l'establishment new-yorkais se posaient la question. Pourquoi un homme qui passait la plus grande partie de sa vie en voyage d'affaires et négociations avait-il besoin d'une maison comparable en taille au palais européen? La réponse se trouve plus profondément que dans le désir de montrer sa fortune. Kahn ne construisait pas pour le public extérieur. Il construisait pour l'ordre intérieur de son propre monde. Son activité de mécène, soutien aux musiciens, artistes, théâtre, le distinguait depuis longtemps des autres financiers de l'époque. Mais l'art en soi n'était pour lui qu'une partie d'un dessin plus vaste.
Il voyait dans l'art et l'architecture des moyens de construire un monde où la beauté forme la conscience. La maison était pour lui une sorte de laboratoire d'idéaux. Un lieu où l'esthétique et la raison se rencontrent et commencent à dicter leurs règles à la vie environnante. C'est précisément pourquoi le cœur central de la future résidence ne fut ni un salon, ni une salle de banquet, mais une cour intérieure, un cloître, inspiré du silence monastique et de la stricte symétrie des palais italiens. Pour certains, cela semblerait un choix étrange. Pourquoi dans la maison d'un milliardaire, un espace rappelant une galerie monastique? Mais pour Kahn, c'était fondamental. Il aspirait à créer un lieu où l'ordre et le calme existeraient indépendamment du monde extérieur. Un monde bruyant, chaotique, irrégulier. Le cloître devint le cœur de la maison, comme un métronome intérieur dictant le rythme à toute la résidence. Le paradoxe est que plus Oeka Castle grandissait, plus les conversations autour de lui s'intensifiaient. Les journaux le mentionnaient comme la plus audacieuse construction privée de la côte Est. Les critiques d'architecture spéculaient. Kahn ne tentait-il pas de ressusciter les principes italiens de l'État-château à l'échelle américaine? Les envieux grommelaient qu'il essayait d'acheter un statut. Les amis, au contraire, disaient qu'il construisait pour la première fois une maison correspondant à son monde intérieur. Strict, harmonieux et incroyablement exigeant. Ce qui est intéressant, c'est que Kahn lui-même ne commentait pas ces rumeurs. Il n'aimait pas expliquer ses décisions. Il préférait le langage des actes. Et c'est pourquoi la maison continuait de grandir, comme si elle matérialisait l'idée silencieuse qu'il avait un jour formulée à ses proches. Si la beauté et l'ordre peuvent exister quelque part, ils doivent commencer par la maison où tu vis. Mais déjà alors, avant même que la dernière tuile ne soit posée, surgissait une nouvelle intrigue que personne ne formulait à voix haute. Ce maison, si conceptuelle, si parfaitement construite, pourrait-elle devenir une vraie maison, remplie de vie humaine et non un musée de la pensée? Ou bien était-elle dès le début créée comme un monument et non comme un logement? Pour l'instant, pas de réponse. Mais l'ombre de cette question se pose déjà sur les échafaudages et le premier éclat du marbre, annonçant une histoire où la beauté et l'humanité ne vont pas toujours de pair. Quand les murs extérieurs d'Oeka Castle commencèrent à s'élever au-dessus de l'horizon de Long Island, il devint clair que le projet dépassait les cadres d'une résidence privée. La maison n'était pas encore achevée, mais elle vivait déjà sa propre vie, changeant l'attitude des entourages envers la notion même de richesse. Ouvriers, architectes, ingénieurs, chacun qui arrivait sur le chantier ressentait un étrange mélange de discipline et de grandeur. Comme s'il participait non pas à une construction, mais à la création d'une nouvelle époque. Kahn apparaissait presque quotidiennement sur le chantier. Il pouvait rester plusieurs minutes en silence, étudiant un nouveau fragment de la façade, puis soudainement souligner un détail que personne d'autre que lui ne remarquait. « Cette ligne perturbe le souffle de l'espace », disait-il, et exigeait de refaire l'élément qui semblait idéal à la majorité. Son perfectionnisme était si intransigeant qu'il paraissait parfois excentrique. Mais plus tard, beaucoup reconnaissaient « c'est précisément cette rigidité qui transforma Oeka Castle en chef-d'œuvre ». La maison grandissait horizontalement et verticalement à la fois. Les escaliers s'entrelacent. Les ailes du bâtiment s'étendaient de chaque côté comme les branches d'un arbre géant. Et les couloirs intérieurs commençaient à former un système complexe dans lequel même les bâtisseurs expérimentés pourraient se perdre. Et pourtant, dans cette ramification, se sentait une logique. Kahn exigeait que l'espace se soumette à l'homme, et non l'homme à l'espace. Aucune pièce fortuite, aucune décision de compromis. Chaque zone devait avoir une fonction et un sens. Une place particulière était occupée par les pièces dédiées à l'art. Le futur salon de musique était conçu comme un sanctuaire du son, avec de hauts plafonds
une géométrie acoustique idéale et des fenêtres qui laissaient passer la lumière comme si elle participait elle aussi à la composition. Les invités à qui Kahn montrait les premiers plans se rappelaient sa phrase « La musique, c'est l'ordre des émotions. L'architecture, l'ordre de l'espace. Elles doivent résonner ensemble. » Pendant ce temps, la maison devenait un centre d'attraction non seulement pour les spécialistes, mais aussi pour le grand public. Les gens des villes voisines venaient jusqu'à la clôture pour apercevoir au moins de loin le château du banquier. Les journaux publiaient des articles avec des allusions à une mégalomanie. Certains affirmaient que Kahn construisait un équivalent américain des palais des Médicis. D'autres, qu'il essayait de graver son nom dans l'histoire par l'architecture plutôt que par la finance. Et bien que la plupart de ces interprétations fussent superficielles, elles contenaient une note importante. Aux yeux des gens, cette maison était destinée à survivre à son créateur. Au fond de toute cette histoire se cachait un nœud psychologique. Kahn restait encore un homme dont la jeunesse s'était déroulée sous le signe d'une lutte constante pour la reconnaissance. Il savait que dans certains cercles, on ne l'accepterait jamais vraiment. Ni la richesse, ni l'influence n'effaçaient son étrangeté et son origine juive. Mais au lieu d'essayer de changer les gens, il créait un espace où les règles lui appartenaient à lui seul. Et c'est ici qu'émerge un nouveau tournant. Plus la maison acquérait de finition, moins elle ressemblait à une résidence familiale habituelle. Elle développait une tonalité de sévérité, une distance presque impériale, qui convenait davantage à un musée ou à un institut qu'à un foyer domestique. Il semblait qu'Oreca Castle fût destiné non pas à la vie, mais à la démonstration, intellectuelle, symbolique, esthétique. Mais était-ce un choix conscient de Kahn ou un résultat involontaire de son caractère? Il aspirait à la beauté et à l'ordre, mais un ordre trop absolu, inévitablement, étouffe la vie. Et au moment où le toit était presque posé, où les façades brillaient enfin au soleil, dans l'air commença à se faire sentir la première ombre du paradoxe futur. Un homme pourrait-il vivre à l'intérieur de l'idéal qu'il avait lui-même construit? Ou l'idéal, comme toute forme parfaite, repousse-t-il inévitablement tout ce qui est vivant? La réponse est encore à venir, mais il est déjà trop tard pour reculer. Oeka Castle devient une réalité, majestueuse, précise et dangereusement impeccable. La crise entra dans la vie d'Oeka Castle, non par un geste dramatique du destin, mais par le tremblement économique qui saisit le pays à la fin des années 20. Quand, en octobre 1929, le marché boursier s'effondra, le monde d'Otto Hermann Kahn commença à basculer. Son expérience bancaire lui permettait de comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Mais même lui ne pouvait arrêter la réaction en chaîne. La splendeur extérieure d'Oeka Castle, cette grandiose forteresse de sa volonté, se trouva soudain entourée d'une fragile réalité financière. Pendant ces mois, la maison cessa d'être un projet de force et devint un rappel du prix de l'ambition. L'entretien du vaste domaine requérait un état-major d'employés, des dépenses quotidiennes et la présence constante du maître de maison. Mais Kahn était de plus en plus souvent à New York, où il s'occupait de sauver des projets, soutenait des initiatives publiques, plaidait pour des programmes culturels, essayant de retenir ce qui semblait s'échapper à vive allure. La crise devint précisément ce hook pivot qui força le changement d'objectif. Si auparavant Kahn aspirait à créer un espace capable d'exprimer la beauté et l'ordre, maintenant se posait devant lui la question du sens. Il participait de plus en plus souvent à des rencontres caritatives,
soutenait des artistes, finançait des projets publics. Ses discours publics évoluaient, moins sur les affaires, plus sur les valeurs et la responsabilité culturelle. Cependant, physiquement, il revenait à Oeka Castle de moins en moins souvent. Ici, dans cette maison, on ne sentait plus le triomphe, mais une étrange vacuité. Les vastes salles, créées pour la musique et les soirées mondaines, restaient silencieuses. La géométrie affinée des pièces, qui autrefois suscitait l'admiration, semblait maintenant superflue, presque lourde. Il semblait que la maison, construite comme symbole de dépassement, devienne un rappel que l'homme ne peut contrôler tout. Après la mort de Khan en mars 1934, ce sentiment même détermina le destin ultérieur du domaine. Sa famille ne pouvait plus entretenir une résidence de cette envergure. La maison passa de main en main, se transformant tour à tour en école temporaire, en objet militaire, en espace presque abandonné. Dans chacune de ces périodes se manifestait ce que plus tard les historiens appelleront la renaissance de l'héritage. La maison cessa d'être une forteresse personnelle et devint un fardeau public, puis un potentiel public. Et dans cette transformation apparut un nouveau regard sur le second personnage de toute l'histoire, sur la maison elle-même, Oeka Castle. Maintenant, elle devenait un acteur, reflétant les changements de l'époque. De rêve privé, elle passait à la recherche de cette forme d'existence qui lui permettrait de retrouver du sens. Cette crise ne brisa pas l'histoire. Elle rendit possible sa continuation, mais sur d'autres bases. Quand, à la fin du XXe siècle, Oeka Castle se trouva au bord de la disparition, il devint clair. La maison avait survécu à son créateur, mais n'avait pas survécu à sa propre idée. L'échelle, conçue par Khan comme une affirmation d'ordre et de beauté, devint trop lourde pour une époque où les palais privés ne pouvaient plus se soutenir sur un seul nom. Et c'est ici qu'apparut un nouveau personnage, non individuel, mais collectif. Un groupe d'historiens, d'architectes et d'entrepreneurs vit dans les ruines non pas un fardeau, mais une chance de rendre à l'Amérique un morceau perdu de sa mémoire culturelle. La renaissance du domaine commença modestement. Étude des archives, restauration des plans originaux, retour des détails authentiques. Non pour le luxe, mais pour le sens. Ainsi, la maison, construite comme un manifeste personnel, se transforma en objet patrimonial. Un espace où l'histoire devint plus importante que les ambitions. Aujourd'hui, Oeka Castle vit autrement. Ici se déroulent des concerts, des tournages de films, des événements ouverts. La maison ne se cache plus de la société. Au contraire, elle lui sert. Et c'est là le tournant final. Ce qui était autrefois une barrière entre Cannes et le monde devint un pont entre le passé et le présent. Cette histoire rappelle l'intrigue du Grand Gatsby, mais avec une autre conclusion. Gatsby aspirait à être vu. Cannes aspirait à construire un idéal. Et tous deux se heurtèrent à cela. L'homme ne peut retenir éternellement l'espace qu'il a créé. Mais contrairement au héros fictif, Oeka Castle obtint une seconde vie, parce qu'il trouva un nouvel objectif. La leçon ici est simple et paradoxale. La grandeur ne réside pas à construire quelque chose de plus grand que soi, mais à permettre à cette chose de vivre après soi.